Moi, je vais posséder ce qui me revient. Ah, et qu'est-ce qui te revient à toi, Tony? Le monde, Chico. Et tout ce qu'il y a dedans. Team Chapa, bienvenue à vous dans notre première émission Limitless, diffusée sur YouTube pour le Media Golden Generation. Team Chapa, présentez-vous, chacun votre tour. Moi c'est Eduardo, je suis le créateur et l'entraîneur de la Team Chapa Kent. Et aujourd'hui j'ai amené avec moi quelques-uns de mes meilleurs combattants. C'est Mounir Adimi, je suis combattant amateur de MMA. À côté de ça, je suis étudiant en STAPS. Alors moi c'est Mossab, 22 ans, combattant professionnel. Je suis étudiant aussi et je travaille à côté. Ok. Léopold, combattant professionnel. Je suis un étudiant en BPGEPS depuis le début de l'année. La Team Chapa, vous êtes présenté maintenant avec vos propres mots. Qu'est-ce que la Team Chapa, mis à part un club de MMA? De mon point de vue à moi en tant qu'entraîneur, pour moi c'est le sport qui nous réunit. Et en fait ce qui fait qu'on reste tous là-bas, c'est que c'est comme une famille. Et après tout le monde dit ça, c'est une famille, mais un exemple concret. C'est un peu redondant, mais. Un exemple concret, c'est que hier soir concrètement c'était Noël. Et Noël je l'ai passé avec la branche musulmane de ma team, tu vois, parce que c'est normal, hein, on va pas, tu vois. Mais c'est pas mis jusqu'au bout, c'est ça? Hier on était ensemble, et chaque fois on est ensemble, et je pense que c'est ça, c'est au-delà de la salle. Ce que je dis toujours, c'est le sport il nous réunit, mais ce qui nous fait même des fois venir, je pense, au club, c'est ça, c'est les frères du club, on va y aller. Ok, donc en fait vous vous tirez vers le haut mutuellement, c'est ça? C'est ça. Ouais, c'est ça, la Chapa en gros, au-delà, comme vous l'avez dit, d'un club où on va y aller pour, entre guillemets, se castagner, s'entraîner, c'est aussi un club, c'est un lieu de vie au fait, on va voir nos potes, on va rigoler, en gros on va décompresser là-bas, tu vois. Ok, donc c'est vraiment un groupe d'appartenance entre vous, il y a une alchimie vraiment entre vous. Ok. Et maintenant que vous avez parlé un peu de votre rencontre avec la Team Chapa, comment vous êtes rentré dans la discipline? Et un peu, est-ce que vous avez fait ces disciplines-là avant de vous lancer dans le MMA? J'ai commencé par le taekwondo, donc j'en ai fait une bonne dizaine d'années, c'est mon père qui m'a mis dedans. Et arrivé à 16 ans, à 15-16 ans, en fait, j'étais obligé d'arrêter à cause d'une blessure. Satanée blessure. Ouais. C'est toujours à cet âge-là. Le corps il change, tout ça, t'es pas habitué. Ouais, et ouais, du coup, moi depuis tout petit, en fait, j'avais mon grand frère déjà qui avait commencé, j'avais 12 ans. Ouais. Et lui, déjà, il essayait de me tirer un peu dans tout ce qui était jiu-jitsu. Il me disait, ouais, regarde, MMA, ça là. Et du coup, je me disais, ouais, quand je serai un peu plus grand, un peu près, ouais, je pourrais le faire. Je m'y mettrais aussi. Donc, du coup, t'avais déjà un œil dessus. C'est ça, en fait, pour moi, c'était une sorte de finalité. Ok. En fait, tu t'entraînais avec d'autres trucs, mais ta finalité, c'était ça. C'est ça. Ok. Vous autres? Moi, avant le MMA, le seul sport de combat que j'avais fait, c'était du karaté, et c'était à 7 ans. Okay. Entre mes 7 ans et mes 21 ans où j'ai commencé le MMA, j'ai fait aucun sport de combat. Donc je suis arrivé au MMA, un mercredi, je me rappelle. J'ai même la date, c'était mercredi 17 février 2016. 2016. Et là, t'as quel âge? Là, j'ai 26 ans. Ça va, tu peux revenir 30 secondes sur la question d'avant, la famille et tout. Là, les gens qui nous regardent, tous ceux qui ont serré une meuf et tout, demandez-vous lequel d'entre vous il se rappelle le jour où il a serré une meuf. Non, rappelez-vous, il se ouf, il sait quel jour. Ça en dit long, ça veut vraiment dire beaucoup de choses. Et dire que la discipline, elle a avant beaucoup de personnes, beaucoup de choses, tu vois. C'est vraiment une priorité. Le mec est en train de regarder la vidéo avec sa meuf. Chérie, il est mort, désolé frère. Désolé. Ouais, du coup, c'était un 17 février et c'est Mossad et un autre ami à nous en commun, Chris, qui m'ont amené au MMA. Et c'est via ces deux amis à moi que je suis arrivé dans la discipline. Et dès le premier jour, dès que j'ai mis mes pieds sur le tatami, j'ai adoré tout de suite. Mais tout de suite, et j'ai pas lâché le. Est-ce que vous avez senti une évolution dans la perception du MMA en France? Déjà, avant de parler de l'officialisation, juste l'image que ça avait. Il faut bien voir, c'est que le MMA, c'est pas un mélange de. C'est fini ce temps-là. Ouais. Non, il y a plein de mecs qui. C'est important ce que tu dis parce que nous qui ne sommes pas vraiment dans le milieu de MMA et quand on regarde, on se dit, par exemple, on suit tous les combattants MMA sur les réseaux, on peut voir, je sais pas, Adesanya, Khabib ou autres, ils font des entraînements d'IGB, on les voit avec le kimono, après ils font de boxe taille, après ils font ceci, etc. pour beaucoup de combattants. Donc du coup, nous, dans nos têtes, et même comment c'est décrit, c'est vraiment comme étant un sport, c'est un mélange de sport, de combat en fait. Mais ça va bien au-delà de ça. En fait, le truc,
Regarde, je vais te donner une métaphore, tu vas comprendre ce que je veux dire. Oula, grande phrase. Si je te donne si je te donne plein d'ingrédients, tu vois, et je te dis vas-y fais la cuisine, et je donne plein d'ingrédients, les mêmes ingrédients à un chef, il va te sortir une dinguerie, toi je sais pas comment tu cuisines, mais tu vas me sortir un truc. C'est pas mon domaine. C'est pour ça qu'en fait quand les gens disent ah ouais je fais un peu de JJB, je fais un peu de ci, je fais un peu de ça, les mecs qui me disent ouais je vais faire de l'anglaise pendant 2 ans, arrête de faire ça. bien chaud. Exactement. On a eu combien des mecs de l'anglaise qui sont venus au club? Ils se font jeter par Un mois, ils pètent un câble, ils disent vas-y je vais retourner à l'anglaise en fait. J'ai passé 5 ans à Ouais, j'ai eu des. Ok. tu vois ce que je veux dire? Et c'est vraiment un sport à part entière. Respect à tous les autres sports. Si t'aimes bien faire que du pied-point, que du ci, que du ça, fais-le. Mais crois pas que c'est magique, tu vas arriver au MMA, tu vas réussir à faire la cuisine comme nous on l'a fait. C'est vrai. Non, mais ouais, c'est vrai. Et après, pour prendre les parents, moi j'ai pas fait de sport de combat avant ce sport-là, tu vois. Donc, c'est via le MMA que j'ai appris à boxer, que j'ai appris à aller au sol, que j'ai appris à faire du sol, tu vois. Donc, Et par rapport à l'image des gens, tu disais ouais c'est dur de pousser la porte. Franchement je crois que c'est. Toi c'était facile parce que c'est tes potos qui t'ont ramené. Toi c'était facile parce que tu me connaissais déjà et c'est des amis qui t'ont amené. voilà, ainsi de suite. avec un pote. C'est En pas fait, c'est évident. que le lien social, la connexion, c'est ce qui fait que c'est beaucoup plus simple. C'est pas évident parce que toujours tu te dis imagine je pousse la porte. À l'intérieur, il n'y a que des cassos. Parce que ça existe des clubs comme ça. On va pas se voiler le visage. Le club en général il a Voiler le l'image. visage, voiler le visage, je l'avais jamais entendu. Voiler la face, ouais, mais. Elle est barre, on la garde, hein. Ça, c'est la VAR, ça. On la garde. Elle est très technique. Est-ce qu'on peut faire un deuxième épisode? Il vient tester au club. Bon, invitation. Invitation, qui là? J'ai pas vu mon t-shirt. Ok, attention. Ok. Et pour l'initialisation du MMA en France, qui est survenue, je crois, que février dernier, je crois, c'est ça? Janvier, à peu près. Donc ça va faire un an. C'est sûr, il va y avoir des opportunités beaucoup plus intéressantes pour vous. Est-ce que vous le ressentez déjà? Ouais, déjà quand on voit que t'as déjà eu le Bellator qui est venu, qui s'est installé, t'entends le Cage Warriors qui veulent faire un événement aussi à Paris, enfin t'as plein d'organisations qui vont venir maintenant s'installer aussi en France, faire leur, du coup nous ça nous ouvre beaucoup plus de portes naturellement. Il est timide, on va le prendre après, ne vous inquiétez pas. Il est très timide, mais on va le prendre après. Un truc qui est très intéressant, et peut-être que du coup, derrière l'écran, là, vous en avez pas conscience, c'est que nous tous, enfin eux tous, là, quand ils devaient combattre, etc., en MMA, vraiment, c'était à l'étranger. C'est-à-dire que quand tu vas à l'étranger, t'es un organisateur, t'organises un truc, je dis l'exemple le plus classique, t'es en Belgique. T'as ton Belge de chez toi qui fait venir les gens dans la salle. Et tu prends un Français qui va l'être. À ton avis, qui tu vas avantager dans le combat? Mais chaque fois, on doit prendre des combats. Ça va être redondant dans la suite de l'interview, t'as bien anticipé le truc. Mais chaque fois, les gars, on les envoie en Russie, en je sais pas quoi, mais les gars, quand ils sont appelés, c'est pas pour briller. Ils sont appelés pour se faire monter en l'air, pour que les gens de là-bas ils soient contents. Le premier combat qu'on fait pour la ceinture du Cage Warrior, Morgan, on l'appelle, Morgan, si vous connaissez pas, Morgan. Je pense que vous le connaissez, je pense. Ouais. Il y a de grandes chances. Il nous appelle, il était à Center Park, il m'appelle un soir, je me rappelle, je donnais un cours. Coach, on m'a proposé la ceinture du Cage Warrior, je suis lourd, c'est pour quand? Dans 10 jours. Ah ouais. C'est un tel, le champion du 70 kg, là il descend à 66 kg, double champion. C'est comment? Gars, tu crois vraiment que 10 jours avant il t'appelle pour que tu brilles? 10 jours avant il t'appelle pour que tu te fasses monter en l'air. Après c'est toi, tu vois, mais quand on est parti, au final, personne nous a monté en l'air. Ouais. Les bookmakers, ils ont transpiré fort. Justement. Les gens se disent, comme tu le dis, on va t'envoyer. T'as pris un très bel exemple entre, par exemple, la Belgique et la France, avec le Cage Warrior et autres. Je ne sais pas pour les la face. Exactement. Bien repris. Et souvent, on envoie au charbon, entre guillemets, la personne pour qu'elle y aille. Et c'est pour ça que, par exemple, c'est ce que je disais en off tout à l'heure avec Gianni qui est derrière la caméra. Aujourd'hui, on est matrixé par les records. Par exemple, Mayweather dans la boxe, il a fait son 49-0, je dis pas 5 ans parce que son dernier combat c'est une insulte pour lui. 49-0, c'est pareil dans le MMA, donc quelqu'un il va dire ouais, je viens d'être professionnel, j'ai 10 combats, 3 défaites. Les gens vont regarder en mode ouais, en fait, il est pas si fort. En fait, c'est bien ce que tu as résumé. Les conditions elles sont parfois compliquées, la préparation encore plus. Donc en fait, ça résume le tout. Je vais là, j'en même un peu ce que tu as dit. Et je vais prendre l'exemple de Léo pour te dire ça. Les gens, en fait, ils voient une personne à un instant T, tu vois. Ouais. Et ils disent, ouais, lui, j'en ai plein qui me disent, lui de ton équipe, il m'a jamais percé, il est nul. Lui de je sais pas quoi, Léo. Il a 5-0, 5 victoires, 0 défaite. La première fois qu'il est rentré au gymnase, tu le regardais. Non, c'est pas méchant, on veut des archives. C'est pas méchant, c'est la vérité. C'est qu'en fait, dites-vous bien le truc. Le MMA, ou les sports de combat, je pense en général, c'est pas un sport comme le foot, le basket où t'arrives si t'as pas le sport de combat, c'est totalement différent. Où t'es un charbonneur. C'est totalement différent. Et tu deviens bon.
ou alors t'es pas un charbonneur et t'as que le talent, et à un moment ou l'autre tu vas sortir du décor. Tous les mecs que j'ai ici, à la base, c'était pas genre. Ils avaient leurs qualités, etc. Je dis pas que c'était pas impressionnant. C'est des taffes. C'est des taffes. C'est ça qui me rend fou quand les gens ils parlent du MMA, sport de sauvage. Vous êtes des malades. Le jour où je me suis mis à bien suivre le MMA, je me suis dit, mais c'est eux les plus grands combattants qu'il y a sur Terre, frère. Et c'est un truc de fou ce qu'ils font. Ce que vous faites, c'est vraiment un truc de dingue. 5 combats sans défaite, 4 victoires sans défaite. Là, il y a encore en amateur, etc. Ils ont quasiment jamais été payés. C'est des mecs qui combattent en pro. Ils s'allument, ils se défoncent, ils se tuent à l'entraînement et ils y vont, ils savent qu'il n'y a pas de monnaie. Quel joueur de foot aujourd'hui va commencer foot en je vais le faire gratuit parce que j'aime ça. Il y a le foot, basket, ça fonctionnera pas. Les gars, franchement, ils ont pas la moitié du respect qu'ils méritent. On devrait leur donner. Ah, mon gars, ça. Et en fait, ce qui vraiment m'énerve, c'est quand on parle de notre sport en disant genre, les sauvages. Ils se mettent dans un octogone, ils se frappent dessus. C'est ça, dans la cage. Parce que moi-même, quand je connaissais pas, je le voyais comme ça. Ouais, c'est Parce que moi, j'étais content, je mettais le jeu, je mettais des patates et quand personne ne sait pas, j'étais content. J'étais l'homme le plus heureux du monde. Mais après, quand tu commences à comprendre les disciplines, les règles, etc., je crois que c'est l'un des disciplines où tu as le plus de règles. Il y a énormément de règles, mais tu leur poses la question, ils vont te dire exactement pourquoi la cage est là. C'est pas pour les spectacles, la cage est là, pourquoi les frères? Pour les projections, parce que les décors pour tout. La lutte sur un ring, c'est pas comme un cage. Tu tombes du ring, tu tombes de 1 mètre 30. T'imagines une projection, le mec t'a monté en l'air. T'as déjà le mec qui fait 1m70, minimum. Le ring il a 1,30, un truc comme ça. Il balance, tu tombes de 3 mètres de haut aussi. Là, la cage, elle t'empêche de tomber. Donc en fait, c'est clairement un truc de protection. Le problème de nos sports aussi, c'est qu'il faut le connaître. Connaître pour l'apprécier. Toujours dans les petits galas, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, les gars, les petits galas où les gens ne connaissent pas, où ils veulent juste voir deux mecs. Dès que ça tombe au sol, que c'est technique. Après, c'est ça le sol, quand on ne connaît pas, en fait, c'est pas impressionnant à voir. N'importe qui va au sol, avec n'importe qui a déjà fait du sol, il est mort. Ta voix est malaise si tu sais pas vers où il faut aller, et la plupart du temps, la logique, elle t'amène vers là où il faut pas aller. C'est ça le problème. Non, je veux dire, c'est ça. En boxe, la logique, même, je dis toujours, respect à tous les boxeurs et tout. Mais en boxe, t'as un coup de chance, t'envoies un truc au hasard, tu touches en point de rencontre, ça peut peut-être marcher. Au sol, tu connais pas la logique. Mais envoyer une clé au hasard. C'est mort, c'est exactement. C'est pas un coup qui part, tu peux pas. C'est important ce que vous dites. On va passer au autre sujet. Il faut savoir qu'Illimité, c'est une émission où c'est un lieu de rencontre et d'échange entre différents acteurs du milieu sportif. On a de la chance, vous faites tous le même sport, on est tous du même club. Aujourd'hui, je vais vous proposer un sujet qui peut aussi aider quelqu'un qui n'est pas forcément dans le sport. Le premier sujet, c'est l'éthique de travail. Qu'est-ce que vous pouvez me dire en premier sur ça? Je sens qui veut commencer. Non. Moi, ça m'a fait, c'est quand on a dit ça, on aurait dit un devoir de philo. T'as 2 heures. Vas-y, la prochaine fois, je vais dire, vous avez 4 heures. L'éthique de travail. Ouais, vraiment, c'est-à-dire la préparation avant un combat, les incertitudes aussi. Par exemple, je sais que vous montez sur l'octogone pour vraiment des coups, clairement, il faut gagner. Mais il y a une grande préparation derrière qui est peut-être aussi importante, voire plus importante que d'autres sports de combat. Et l'aspect psychologique, il joue énormément. T'es pas bien entouré, c'est un peu compliqué. Donc, qu'est-ce que vous pouvez vraiment me dire à propos de ça? Après, par rapport à ça, pour ma part, un truc qui est simple, c'est quand on voit les gars qui s'entraînent à la salle, on n'a pas à avoir peur du gars qui est en face. Ouais. Après, sur la préparation, tout, c'est du début à la fin, il faut être avec l'équipe, tout le monde derrière toi et c'est ça pour le combat de Morgan. On s'est placés tous où on pouvait et on allait s'entraîner avec lui. Donc en fait, c'est vraiment. Ça revient en fait à votre alchimie qu'on disait tout à l'heure. On ne peut pas abandonner ou ne pas s'automotiver avec le travail qu'on a fait au préalable avec l'équipe en fait. C'est un peu ça qui ressort. Et qu'est-ce que vous pouvez me dire à propos des blessures avant les combats pendant la préparation? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Moi, après ça dépend de quel degré de blessure, mais souvent tu as souvent des douleurs quand tu es en prépa, naturellement, parce que des fois tu vas faire des sparring, des entraînements sur le format du combat, donc tu vas mettre la même intensité, donc forcément tu t'exposes. Tu vas frapper fort, donc tu risques de te faire mal au poignet par exemple. Après c'est des petites douleurs, des petites blessures articulaires, tout ça, mais rien de... Rajouter un truc sur ce qu'il dit en fait, et tous les combattants ils vont être ok avec moi, tous ceux qui ne sont pas combattants, ils vont se dire ah ouais, en fait, vous me contredisez ou vous me dites si j'ai raison, mais pour moi c'est ça.
En fait, si t'arrives dans une compète à 100%, frère, c'est que tu t'es pas entraîné à 100%. C'est ça. Ouais, Ouais. Après, le truc, c'est juste. C'est important ce que tu dis parce que moi j'étais pas au courant par exemple, tu vois. Tu peux pas te préparer un sport de combat et arriver 100% sans un petit truc, sans un petit machin. Obligé des petits C'est séquelles de l'entraînement, des C'est oublié. Après, c'est à toi de pas faire le C'est ça. débile. Ouais, tu gères. Si Tu t'arrives viens pas avec un genou ouais, voilà. Coquille, j'avais déjà fait ça. Bon, après, c'est une autre histoire. Avec une cheville avec des bleus. Ah, d'accord. Et justement, en parlant de blessures, on sait que par exemple, souvent il y a, dans le monde professionnel, vous êtes aussi un professionnel, on le voit à l'UFC, 10 jours, 8 jours avant, il s'est blessé, il n'y aura pas de combat. Ça vous est déjà arrivé? Moi, j'ai ça avec moi. Moscov. Ah, Rostov, ouais. Moi, les adversaires, mais pas Moi, oui. Ouais, je parlais du point de vue de l'adversaire. Tu t'es entraîné comme un dingue pendant 6 semaines, il t'en reste 2 avant le combat, et là tu apprends que tu sais pas qui tu vas combattre à la place, ou si le combat est annulé, ou tout simplement, le gars il est pas là, tu vas faire comment du coup? Moi, ça m'est arrivé une fois, une semaine avant. Ils sont pas de nom. Ouais, Ils sont des mots. Non, c'est vrai. C'était un gala qu'on organisait avant, une semaine avant, et le gars, il déclare forfait. Ouais, il peut plus faire le combat. Donc, à Sezin, il avait une blessure, je sais pas, il avait un truc dans l'œil. Je sais pas, et du coup, Là, ce qui était le plus frustrant, c'était que c'est la finale d'un tournoi. C'est-à-dire qu'il a déjà fait un combat, je crois, ça devait être 2-3 mois avant. Il s'était qualifié pour la finale. L'autre s'était qualifié pour la finale, pas. Mais en fait, c'est un gala qu'on a organisé à Mantes-la-Jolie, tu vois. Ouais. On avait fait tout le marketing, tu vois, sur les affiches, tout, sur la finale, tu C'est vois. très compliqué l'événement, c'est sportivement parlant, c'est très compliqué. Une semaine avant, j'ai un appel. Ouais, c'est bon, c'est mort, je peux pas le faire et tout. Du coup, obligé de trouver un adversaire en short notice. Une semaine avant pour. Voilà quoi. Et là, du coup, lui, on peut donner son blaze parce qu'il a accepté. Il y a un mec qui a accepté. Sami Kodas. Sami Kodas, il a accepté. C'est un mec on qui se met- tournait déjà dans nos galas. Il a dit, vas-y, moi je prends. Il a fait le cutting parce que dans l'hygiène de tout à l'heure que tu disais, il y a un truc qui est super important dans les sports de combat. C'est l'hygiène de vie. Tu peux pas manger, faire ce que tu veux, etc. Clairement. Tu dois toujours être à peu près à un poids convenable. Parce que si tu fais des dingueries, par exemple l'exemple que tu dis de Morgan, imagine il fait une dinguerie, il monte à des 90 kilos, je sais pas quoi, comme certains font. Le jour où on l'appelle, dans 10 jours, il y a le combat. C'est mort, on pourra pas. C'est mort. Faut toujours que tu fasses attention à ton hygiène de vie, pas trop manger n'importe quoi et tout. Et c'est pour ça que les gens ils disent, le sport, vous tapez dessus. Ils voient pas Faut tout bien le travail de l'ombre en fait. Ça, Ils c'est voient exactement, en fait, penser. Le gars depuis C'est qu'il a ça 12 qui ans dans un centre de formation, Il a quitté Ça sa famille va à vite. 10 ans peut-être, tu vois, Ça il y a va vite. tous les sacrifices là qui sont pas mis en avant. tous les gens ils C'est voient ça. ça. Ouais, La finalité en fait, on voit pas le chemin parcouru. C'est ça. Et ça c'est vraiment dommage. J'ai un autre thème pour vous. Il est assez large, il veut dire beaucoup de choses. La prise de décision. Votre prise de décision à chacun. Tout à l'heure on a déjà parlé de comment vous êtes entré dans le MMA, mais vraiment la prise de décision sur... Par exemple on va parler de la prise de décision arbitrale. Vous êtes déjà fait voler ou pas? Concrètement. En amateur, Tu me dis dans tous les sports, en amateur, ouais. Non, mais c'est compliqué. Prise de décision un peu louche, un peu... Après je te dis quand tu pars à l'étranger, là on va rentrer dans des histoires. Tu vas à l'étranger, on va pas donner les pays. Mais je suis allé dans certains pays de l'Est, où à la pesée, il y a la mafia opposée à celle qui a organisé le tournoi, où les mecs qui sont arrivés avec des guns. Non mais c'est... Ah ouais, carrément. Tu vois, quand tu es dans des organisations où tu es là, j'étais avec mon gars, d'un coup on était là et moi. Après, un jour on racontera bien cette histoire. Je crois que ça faisait partie du show, parce qu'il y a un des mecs qui combattait, c'était un croate, c'est un mec paramilitaire et tout, et je vois une équipe de mecs avec des masques qui déboulent. Donc en fait, je te dis, ça fait partie de... Ouais, j'étais là, de la mise en scène, et tout. J'étais là en mode. Et l'athlète que j'avais amené là-bas, c'était un Renoir. Et lui, il avait crié direct. Pourquoi? Il s'est dit, ouais, ça y est, il y a des blancs ici, c'est sûr qu'ils vont me sauter. Et lui, il était en mode tendu et tout. Et moi, j'étais là. Et à un moment, je vois qu'il commence vraiment à se péter et je me retourne. Et je vois lui, il est tendu, je suis frère, c'est pas une blague, c'est pour de vrai. Ouais. Moi je pensais que c'est 10-6 rounds, mais je crois que c'est entre eux, c'est bon. Et il y avait des Brésiliens qui faisaient ce tournoi, ils sont venus vers nous. Enfin, pour te dire, là, je suis en train de m'éloigner du sujet. Ouais. Quand t'as des ambiances comme ça, qu'est-ce qu'ils s'en foutent de te voler ta victoire, frère? Tu vas faire quoi? Tu vas aller voir la victoire. Vas-y, dégage. Quand ils se font payer dans ces pays-là, il n'y a que le combattant qui rentre, il passe une porte, il y a un vigile, il passe une autre porte, il n'y a que lui qui est à l'intérieur avec le chef. Ok, donc voilà. C'est l'histoire des mallettes, etc. Donc t'as beau rentrer sur le ring, Tu vas rien, tu sais, c'est tout, tu couches, il n'y a pas de truc. Ouais, soit tu te couches, t'as la sécurité, soit mon gars, tu... Après, il y a une grande phrase qu'ils disent, genre à l'UFC, il dit ouais, si tu veux pas avoir de problème de décision d'arbitre, Finis avant. J'ai déjà entendu cette phrase beaucoup dans la boxe. Parce que beaucoup, on entend en amateur, j'ai perdu en finale, je devais la gagner, etc. Après, par rapport à l'arbitre,
moi je trouve dans ce sport-là et dans les sports de combat en général, l'arbitre il est super important en fait, parce qu'il garantit ton intégrité physique. Ouais. Et tu te dois de le respecter en fait, c'est pas comme dans certains sports, dans d'autres sports où l'arbitre c'est le petit, clairement. C'est celui on fait toi c'est celui qui nique le match, tu vois. Ouais. Au football, là il est vraiment là et pour te protéger, c'est super important, tu vois. Donc, et surtout aussi par rapport au MMA, là c'est un peu pour défendre le MMA. Souvent les gens disent sport de sauvage et tout, mais on fait le seul sport de combat où quand tu te prends un down, que t'es out, il n'y a pas de. Ouais. 10 secondes et on se Ah bah oui, Le mec il est à l'ouest, 10 secondes, c'est bon, tu veux y aller? Ouais, vas-y, c'est parti. des zones arrêt, Un down, tombe au une sol. frappe, hop, stop, ça y est, le combat il est fini. Ouais. Après les gens disent ouais, c'est pas sûr et tout, mais quel sport de combat c'est ça? Tu te prends un truc, tu tombes au sol, top, le combat il est fini. Tous les combats, il y a des comptes. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. J'ai envie de rajouter un thème bonus. Comme ça. Si je vous dis remonter la pente, vous pensez à quoi? Est-ce que vous avez une expérience ou une anecdote plutôt marquante là-dessus? Blessure. Ouais. Ça arrive avant un combat? Non, même pas, je m'étais fait opérer. Et, j'avais l'impression en fait de chuter quand je voyais les autres s'entraîner, moi je pouvais pas m'entraîner. J'avais l'impression que en fait c'était en train De progresser. Et moi j'étais en train de redescendre, du coup ça me frustrait. Ouais. Et ouais, puis après je m'y suis remis. Et comment tu as réussi à... Parce que on dit souvent que l'entourage, quand il y a quelqu'un de blessé, il est important. Mais il y a aussi surtout toi, il n'y a qu'avec ta volonté que tu peux vraiment le faire. Et comment tu as réussi à t'auto-motiver? C'est vraiment les voyants te disant Ouais, j'ai pas le choix. en fait c'est ça, c'est quand tu les vois, par exemple je vois, j'allais à l'entraînement, c'est pour les regarder, je vois Léo, je vois... C'est ça que j'allais dire. C'est en train de... Souvent on dit quand on est blessé, on peut pas rester à la maison. C'est ça. C'est mort. On peut pas rester couché. Surtout t'as l'habitude en fait, à ce créneau vers là en fait, t'es pas chez toi, tu vois. Ouais. Donc tu t'ennuies, tu sais pas quoi faire. Donc moi j'allais à la salle, et puis tu sais j'y vais, j'ai la regarde, ils sont là, ils sont en train de se tuer, tu sais, ils font des trucs doux, je dis ah ouais putain. Faut que j'y retourne Le mec moi il y a aussi. 2 mois, il s'est pas trop percé lui. Non, après il a monté et tout. Faut que j'y retourne moi aussi, tu vois. Je vois. T'as limite envie de laisser tomber, tu vois, tu te dis- ta rééduque, vas-y, j'y retourne. Il n'y a rien de pire ce que j'ai dit. Après, par rapport à ce qu'il dit Mossab, on va revenir sur le début un petit peu. On est habitué à cette horaire-là à être ensemble. Si on n'est pas dans notre club, on n'est pas avec nos gars, c'est bizarre. Ouais. On est comme ça, on est tout seul, on fait rien. Karim qui coach avec moi aussi au club. Ouais. Comme ça, il s'était exposé le tibia péroné, c'est une grosse blessure de malade. Et genre pendant longtemps, il était out, c'est-à-dire que l'œil il pouvait pas bouger. C'est pas genre là, il pouvait pas bouger. Mais en fait, si on voit la vidéo et tout, même, si un jour on en refait un, il est là, il pourra nous raconter. Il a dit ouais, c'est le sport qui m'a motivé à revenir et tout. Au début, lui, il pouvait plus pratiquer. Et il est revenu un peu en mode coach, machin, tac, il a été piqué par le truc, tu vois. Et c'est là comme ça qu'il qu'il est- est moi, tu vois. Ouais. C'est une grosse source de motivation. Une grosse source de motivation. Et sinon, sur les comebacks plus sportifs, parce que là, on parlait de la blessure, mais il y a des gars, genre, après, je vais pas citer des noms, peut-être ils veulent pas que je les cite et tout, mais on a des gars dans notre équipe qui étaient partis dans d'autres équipes, etc. Ils avaient enchaîné, le gars auquel je pense avait enchaîné 5 défaites d'affilée. Après 5 défaites d'affilée, comment tu te remets J'avoue, mentalement, c'est que ça arrive au foot, dans un sport de collectif en général. On se dit souvent, ouais, mais il y aura le moment où l'équipe va se regarder dans les yeux, etc. Sport de combat. Et surtout dans le sport de truc, tu peux dire ah ouais, mais l'autre il a pas assuré, lui. Eh là c'est toi, t'es seul, tout, tu vois, tu te dis. L'important c'est notre sport, on a beau dire l'entraînement et tout, moi je pense que c'est 80% dans la tête. C'est pour ça à chaque fois je leur dis la phrase qu'il a sortie tout à l'heure, c'est une phrase que je leur sors tout le temps. Eh, si t'as peur de ton adversaire, c'est que tu respectes pas ton partenaire d'entraînement, frère. C'est-à-dire que tu n'as pas peur de lui quand tu spares et tu vas au combat, tu te chies dessus sur un mec que tu ne connais même pas. Ouais, du coup, tu respectes pas le travail qui a été réalisé par tout le monde. 90% c'est dans la tête, tu rentres, tu dis hey, je suis deux bras, deux, je vais y aller, je m'en fous, je vais, et tu vois. Et voilà. Et surtout jamais avoir le stress. Ouais. Le stress, faut vous dire ça, c'est valable pour tout le monde. Le stress, c'est réservé à une élite. Celui qui a du stress, c'est celui qui se met en danger, qui tente des grandes choses. Le mec dans son canapé qui regarde Netflix, il n'aura jamais de stress. Si t'es stressé, sois content, c'est que t'es en train de faire des grands trucs dans ta vie. Ouais. Tu vois? Tu vas accomplir. C'est important ce que tu dis, parce que souvent on dit ouais, je stresse parce que. Si tu stresses parce que t'as pas fait les efforts, c'est normal que tu stresses, tu vois. T'es foutu, clairement. Mais en faisant des efforts, etc., le stress, comment le combattre justement? Parce qu'au-delà de se dire, il y a mes gars derrière, on a bossé pendant plusieurs semaines, tu peux quand même être stressé. Ouais, mais tu peux pas le combattre, le stress. Le stress, c'est obligé qu'il soit là. Il va toujours être là. Faut l'accepter, Et en fait. c'est ça en fait, c'est qu'il faut l'accepter, il faut l'appréhender. Il faut le mettre, faut bien le gérer, il faut le rediriger. Le stress, c'est quoi? C'est t'as une montée d'adrénaline, du coup, t'as ton adrénaline, ça va te pousser, tu vois, tu vas frapper plus fort, tu vas soulever plus facilement, tu vois. Ouais. Après, un truc des fois sur le stress, c'est ta peur de décevoir.
Tu sais, du monde, tu te dis, ah, mes gars, ils sont. Moi, c'est ça que je me disais, tu vois. Ouais. Et après, j'avais pas fait mon autocritique, ma réflexion, je dis quand j'étais combattant. Et là, ce que je leur dis, et ce que je dis, bah justement, je reviendrai sur l'histoire du mec qui a perdu 5 fois d'affilée, il stressait beaucoup de ça, ah, je vais décevoir, je sais pas quoi. Je dis, hey, les gars qui t'aiment, tes gars, ceux qui sont avec toi, que tu perds, que tu gagnes, à la fin du combat, ils seront avec toi. Ouais. Les gars qui vont te tourner le dos, etc., c'est des gars de toute façon, ils comptent pas. Qu'est-ce que tu t'en fous? Ils te tournent le dos au moins, t'as vu, c'est qu'il est vrai, c'est qu'il est faux. Ne stresse pas pour ça, ça sert à rien. Et le fameux mec là qui avait perdu 5 d'affilée, il est venu chez nous, il est retourné au club, tu vois, il a vu que ça commençait à monter et tout. Il a enquillé 4 victoires d'affilée. La dernière, il l'a fait en Russie au M1. M1, c'est la plus grosse organisation russe. Il est parti là-bas, il a gagné. Et j'ai croisé son ancien entraîneur et tout. Il m'a dit, ah bah, ça va. Hein. Il vient de loin, quoi. Je dis, ça va, ouais, ça va. Il est bien entouré, il a voulu le faire, donc. Et ça va. comment tu passes de 5-0, parce que l'athlète c'est le même, hein. 5 défaites d'affilée à 4 victoires d'affilée. Vos influences dans le MMA ou dans la vie en général? Chacun va en dire 3. Zouner Hadji, Rossab, Marskioui, je vais admirer je sais pas qui. Ouais, c'est ça. Frère, eux, c'est eux les vrais. C'est eux, c'est avec eux, je m'en fous moi. Il n'y a pas de star. Chez nous, ce que je dis à chaque fois, chez nous, il n'y a pas de star. Les profs, les je sais pas, moi j'ai jamais rien fait en pro et tout. Il y a plein de clubs, ils ont des stars, des mecs, ouais, c'est le club, je sais pas quoi. Nous, on est le club de personne. Nous, le club, c'est nous tous ensemble. Mais nous, tous ensemble. Tu peux faire de grandes choses. C'est ça. Clairement. Donc moi, c'est qui m'inspire, c'est eux. Ouais. Je vois les mecs qui viennent de là où moi je suis venu, on leur a donné des petites chances que nous on n'a pas eu, etc. Et ils sont en train de faire des trucs de fou. Parce que souvent, excuse-moi, je te coupe, on dit souvent, ouais, si t'as pas d'inspiration, de modèle ou autre, tu vas pas aller bien loin. Mais en fait, l'essence de ce que je comprends, et tout au long de l'interview, c'est que. On va prendre les petites boules. Lui là, tout seul là, il fait rien du tout. Clairement, c'est vraiment l'entourage qu'il a avec lui. Et c'est ça qui vous permet de faire de grandes choses. Clairement, si je devrais vous définir en un mot, je dirais QLF. Lui, il va pas réussir sans vous trois. Après, vous êtes beaucoup plus, tu vois, derrière. Et bah, du coup, comme tu l'as dit, c'est ça votre source numéro 1 de motivation. Moi, personne à droite à gauche. Chacun leur vie, tu vois. Après, oui, c'est pas interdit d'avoir d'autres. Non, modèles, tu vois. franchement, dès que tu as posé la question, je savais pas quoi répondre, mais en fait, maintenant qu'il le dit, c'est ça, c'est les gars avec qui je m'entraîne. C'est les gars qui m'ont poussé quand j'ai commencé à progresser. J'avais, tu sais, limite, même quand je dormais, tu sais, je pensais à leur tête, j'avais envie de les rattraper, tu vois. Genre, je pensais à eux, c'est pareil, tu vois, Mounir, c'est des mecs que j'admire parce que t'en as, ils reviennent de loin, t'en as, ils font des trucs de ouf et de les voir réaliser, accomplir et rester motivés, ça me motive moi aussi. L'avantage, c'est que les mecs, maintenant, quand ils poussent la porte du gymnase, c'était une putain de grande affiche où j'ai fait mettre les têtes des grandes têtes du club. Ils rentrent, le petit là maintenant, tu sais, on fait les cours avec les petits ils rentrent, ils suivi ça. Il dit, mais C'est toi qui es là. je dis, ouais, c'est Oui, lui. tu vois. Et tu sais, et c'est important, surtout, tu sais, nous, tu sais, on vient de quartiers, de zones qui sont souvent dénigrées. Tu sais, on va pas se mentir. Ah, bah les mureaux, c'est la même chose. Ah, les mureaux, non, machin. Là, on sort que des gens, regarde, tout le monde s'exprime correctement. Tout le monde est à On va à l'école, on est des êtres humains. Non, mais c'est vrai. Et c'est Ça vraiment marche, ça, ça, hein. Et je pense que le problème aussi, là, c'est un peu de la politique, c'est que les gens, ils aiment bien faire les fous. Ouais, nous, la meilleure truc, c'est de montrer, je suis comme toi, mon gars. Arrête de croire que je suis short du zoo, je sais pas quoi. Non, non, non. On est comme vous, on fait même des trucs que vous n'êtes pas capable de faire. Et on n'a rien. Parce que les gens, ils disent toujours, ouais, vous êtes favorisés. On n'a rien du tout. On a un truc, un gymnase, comme tout le monde peut aller voir une mairie, on veut des créneaux. C'est ce qu'on a. Par contre, ce que nous on a et qu'on ne voit pas, c'est qu'on a des champions du monde. Ça se travaille, c'est pas tout le monde. J'aime bien la petite punch. Moi, j'aimerais juste poser une question. C'est où la destination la plus lointaine que vous avez fait? Celui qui est parti le plus loin, c'était la Chine. C'est marrant, il est parti combattre en Chine. Il a représenté les gens, ils ont fait une petite sélection de France, 3 Français contre 3 Chinois de là-bas. Ouais. Et on est parti, ce qui était frustrant là-bas, parce qu'il n'y a pas de sous, tu vois, dans notre sport. Genre, lui il partait, et moi je pouvais pas y aller. Aucun coach. Genre, c'était un sélectionneur, bluff, tu vois. Ah ouais, ok. Qui est parti, tu vois. Et c'est-à-dire que le combat, nous on l'a vu sur un téléphone portable. T'imagines? QLF jusqu'au bout. Ça a tué la tête de quelqu'un, mais tranquille. Franchement, ouais. En fait, les Chinois, ils diffusent, ils font grave l'oseille avec ça. Ils diffusent sur les trucs et tout, c'est vraiment un gros tournoi, tu vois. Et il est parti, il fallait gagner en 1 minute 10, un truc comme ça. On a fait la fête, nous on s'entraînait, tu vois, on regardait le truc, par contre on a rien, c'est parti s'entraîner. Un truc de ouf, vraiment ouf. Après, là, ils sont partis. Moi, j'ai fait le championnat du monde amateur avec l'équipe de France et je suis parti au Bahreïn. T'étais vraiment pas à côté, toi. C'est bien passé. Premier combat, je gagne, deuxième combat, je perds. Voilà, après, c'était mon troisième combat de ma vie, je crois. Quand même. Troisième combat, on tombe au charbon comme ça à l'autre côté.
Après, c'est. Ouais, amateur, c'est un peu traite parce que là, il est modeste, il vous a pas dit. Genre, le mec qui prend son deuxième combat, il était à 27 victoires en amateur. T'es parti à la décision. Moi, je pense à la décision. Je me suis fracturé la main. Faut aller au bout, faut pas faire trop le. Ouais, faut aller au bout. Il a sorti son petit pull de comptable. Ça s'appelle Léonard là. Il a dit son pull de compta. T'es chaud toi aujourd'hui avec les. Je vais te laisser. Pour finir cette interview, les gars. Je vais m'éclipser, je vais les laisser 1 minute, faire la promotion, dire des phrases inspirantes, motivantes. Faut kiffer sa life, on a qu'une vie, faut en profiter un max sans faire de mauvaises choses bien sûr. Écoutez pas ce qu'on dit sur la MMA, venez dans la salle, vous verrez, on n'est pas des fous, comme tout le monde. Faut un petit grain de folie, je pense. Un petit peu. Un petit grain de folie, mais on n'est pas des animaux, on n'est pas des animaux. Rentrez, essayez, vous verrez. Il y a des mères de famille, des enfants, tout le monde y va. La seule barrière, c'est vous-même en fait. Faut retirer tout ça, il faut foncer. Enfin, si vous avez des projets sportifs, professionnels, faut y aller en fait. Faut y aller à fond, il faut vivre le truc. À mon avis, il vaut mieux regretter d'avoir mal fait quelque chose que regretter de ne pas l'avoir tenté. Et voilà. Et je sais que l'intervieweur voulait demander ce que voulait dire le nom du club. Sachez qu'on le dit à personne, il faut venir au club pour savoir ce que ça veut dire. Et pour conclure, je dis juste ajouter la page Insta de la Chapa, @Chapa. Du coup, je vais pousser la porte, moi, du gymnase pour savoir ce que ça veut dire. Hein. Je suis curieux. T'as pas le choix maintenant. Épisode 2. Épisode 2, je vais bien m'entraîner avant quand même, tu vois. Ça va pas suffire, mais bon, au moins je vais pousser la porte du gymnase, tu vois. Merci pour l'invitation.